Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi pour une présentation des principales nouveautés de la dernière version 25 de Global Mapper et de son extension Pro, sortie en septembre dernier. Je m'appelle Sophie Yann, je suis responsable de formation, support technique et recherche chez Géomatique et je suis très heureuse de pouvoir vous proposer cette présentation aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures et comme d'habitude, voici quelques rappels sur le déroulement technique du webinaire. La session est en mode écoute seule, cela signifie que vous n'avez pas la possibilité d'intervenir de vive voix. Vous avez cependant à disposition, quelque part sur votre écran, la console GoToWebinar qui vous permet, si vous le souhaitez, d'interagir avec nous par écrit via le panneau intitulé questions. N'hésitez donc pas au fil des démonstrations que je m'apprête à vous proposer à poser des questions, à formuler des remarques ou bien encore à nous indiquer tout problème technique s'il devait en survenir au cours du webinaire. J'ai moi-même ma propre console GoToWebinar bien à l'œil, ce qui me permettra de prendre vos questions au fil de la session et d'y répondre. Et puis dans tous les cas, en particulier si le temps me manque pour répondre à tous dans le temps imparti de cette session, nous produirons et vous partagerons une petite fac après le webinaire qui récapitulera et répondra à l'ensemble de vos interrogations. Enfin, j'ajoute que ce webinaire est enregistré et qu'il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'entreprise. Quelques mots également sur les formations à Global Mapper proposées par Géomatique pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore et ou celles qui nous connaissent déjà mais qui ne le savent pas. Je rappelle que l'entreprise est distributeur exclusif de Global Mapper pour la francophonie. Nous sommes également organisme de formation agréé par l'éditeur Blue Marble Geographics et par ailleurs certifié Calliope au titre de nos actions de formation. Chaque année, nous proposons 3 sessions interentreprises de prise en main approfondie sur Global Mapper et ou sur les outils de traitement LIDAR qu'offre l'extension Pro, anciennement connue sous le nom de module LIDAR. Les 2 sessions de mars et de juin ont déjà eu lieu, mais il est encore temps de s'inscrire à la 3e et dernière session de l'année qui se déroulera dans un peu moins d'1 mois désormais, en novembre. Bien sûr, nous proposons également des formations intra-entreprise avec une personnalisation qui est possible à la demande. Si une formation vous intéresse, vous obtiendrez plus ample information sur notre site internet www.geomatic.fr, onglet Global Mapper, onglet formation, et vous n'hésiterez bien entendu pas à nous contacter par mail si vous le souhaitez à l'adresse formation@geomatic.fr. Je vous envoie d'ailleurs à l'instant un message via le panneau de chat que vous devriez pouvoir consulter là tout de suite, qui contient l'ensemble des liens auxquels je ferai référence au cours de ce webinaire. Je vous invite à en faire un copier-coller dans un éditeur de texte pour les garder en mémoire. Et le lien vers la page de présentation des formations interentreprises en fait partie. Et puis tous ces liens, nous les ajouterons bien sûr en barre d'infos de la vidéo YouTube. Également, en parlant de formation, je me permets de vous soumettre un petit sondage rapidement pour vous demander par quel type de formation vous seriez intéressé. Vous allez le voir apparaître dans une poignée de secondes. Nous aurions voulu savoir par quel type de formation vous seriez intéressé, une formation générale en ligne sur Global Mapper, une formation sur des points spécifiques de Global Mapper, une formation plutôt en présentiel, une formation en ligne en autonomie, ou peut-être n'avez-vous pas besoin de formation. Dans ce cas, je vous laisserai cocher la dernière proposition. Dans le cas où vous seriez intéressé par une formation sur des points spécifiques de Global Mapper, n'hésitez pas à formuler en quelques mots quels sont ces points dans le panneau de chat. Ça nous aidera à voir s'il y a des problématiques, des questions, des besoins qui se recoupent. Allez, je vais clore ce sondage. Je le partage. Voilà, ce qui nous permet de constater alors que vous êtes tout particulièrement intéressé un petit peu partout en fait, notamment une formation générale en ligne sur Global Mapper, sur des points spécifiques également. Alors encore une fois, hein, j'insiste, n'hésitez pas à nous les formuler dans le panneau de chat. On regardera ça ensuite à tête reposée, une fois le webinaire terminé, et puis aussi une formation en ligne en autonomie, je vois ça bien. Bon, je ferme tout ça, je reviens à ma présentation.
Je vous remercie pour vos réponses. Et puis, je passe à la suite en vous indiquant également, en attirant votre attention sur quelques ressources récentes qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'entreprise. Tout d'abord, l'enregistrement de la journée francophone de Global Mapper Pro qui s'est tenue en ligne et avec succès le mercredi 5 avril dernier. Vous y trouverez 3 témoignages vraiment passionnants d'utilisateurs de Global Mapper qui exercent dans des domaines variés. Yves Maire et Gabriel Vatin ont présenté leurs usages de Global Mapper au sein du département des Alpes-Maritimes, dans le cadre de la création de profils topographiques à destination des trailers, par exemple, ou bien encore du traitement des données LIDAR, en particulier des données LIDAR HD produites par l'IGN pour le suivi des infrastructures départementales. Également, le lieutenant-colonel Thibault a proposé une présentation de cas d'usage typiques de Global Mapper au sein du ministère des Armées. Là encore, très intéressant en termes notamment de préparation de missions tactiques, d'analyse terrain, de coordination de mouvements aéroterrestres. Et puis, on a eu aussi le point de vue d'universitaires par Sébastien Lecor et Joseph Biozzi qui ont proposé une communication présentant le rôle et les avantages de Global Mapper pour l'enseignement du SIG à l'université et qui nous ont aussi parlé de leurs propres usages de Global Mapper au profit de leurs travaux de recherche. Nous avions aussi proposé 2 démonstrations de trucs et astuces. Et j'indique que pour accéder à cet enregistrement, il vous faut au préalable compléter un petit formulaire dont le lien est présent dans la liste que je vous ai transmise par le chat il y a quelques instants. Un formulaire qu'on trouve par ailleurs très facilement sur notre site internet. Donc n'hésitez vraiment pas à aller y jeter un œil. Également, la version 2.4 de Global Mapper mobile est sortie cet été. À cette occasion, nous avons proposé il y a quelques semaines un webinaire de présentation générale de l'application qui est un très bon complément au logiciel de bureau pour les utilisateurs qui ont une pratique de terrain. Nous avons aussi présenté dans ce webinaire une seconde partie qui portait sur les nouveautés de la version 2.4. Voilà, donc l'enregistrement est en ligne et en libre accès sur YouTube. Je parlais de témoignages utilisateurs tout à l'heure en évoquant la conférence utilisateur qui s'est tenue en avril dernier. J'attire aussi votre attention sur la rubrique coup de projecteur de notre blog qui propose régulièrement des témoignages d'utilisateurs. Le dernier en date, c'est celui de Philippe Berthet-Robot et Fanny Bourjaïa du bureau d'études Engineering. Très intéressant également. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour sur notre blog geomatic.fr à la rubrique blog, rubrique coup de projecteur. Enfin, pour vous tenir au courant des actualités de l'entreprise et surtout de Global Mapper, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas à la lettre d'information de Geomatic. Vous pouvez le faire encore une fois sur notre site internet à l'onglet Contact, formulaire. Voilà, ce long préambule étant terminé, je vais pouvoir passer à la présentation du programme de ce webinaire qui est organisé en 2 parties. Je commencerai par présenter les principales nouveautés de la version standard de Global Mapper 25 qui concerne l'interface du logiciel avec une amélioration de l'affichage de Global Mapper sur les écrans à haute résolution, une amélioration aussi qui a trait à l'organisation des outils dans la barre de menu. J'aborderai aussi la nouvelle possibilité de styliser les couches lors de leur importation dans le centre de contrôle pour pouvoir mieux les distinguer. Et 2 améliorations également pour 2 outils d'analyse distincts, notamment donc, ce qui concerne l'analyse de bassins versants avec la prise en compte des entités 3D comme obstruction, et puis une nouvelle option d'optimisation apportée à l'outil d'aplanissement. Ça, c'est pour la version standard de Global Mapper. Une deuxième partie sera consacrée à la version Pro de Global Mapper 25, qui propose un tout nouvel outil dit de chemin de moindre coût, plusieurs améliorations apportées à l'outil de photogrammétrie Pixel to Points, un nouvel outil, peinture d'image, qui est cousin de l'outil déjà existant dans Global Mapper, peinture terrain, un outil qui va nous permettre également d'ajuster des couches d'altitude par rapport à des points de contrôle. Jusqu'à présent, c'était possible uniquement sur des nuages de points. Désormais, on va pouvoir le faire sur des couches terrain. Et puis, une grosse mise à jour
concernant la classification automatique des nuages de points. Voilà. Et puis, je terminerai en évoquant la manière dont vous pourrez mettre à jour votre Global Mapper. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi à nouveau vous soumettre un ultime sondage pour aujourd'hui. Je voudrais savoir quelle version actuellement vous utilisez de Global Mapper. Hop, encore une fois, dans une poignée de secondes, vous allez le voir apparaître. Je le lance. Est-ce que vous utilisez déjà la version 25? Est-ce que vous êtes encore sur la version 24.1, la version 24.0 ou bien une version plus ancienne? Ou peut-être que vous n'utilisez pas encore Global Mapper. Et peut-être aussi que ce webinaire va donc vous donner très envie d'au moins le tester. Je précise par ailleurs qu'une version d'essai gratuite et valable 15 jours est tout à fait disponible en téléchargement sur notre site internet. Allez, je ferme le sondage, je le partage, on y jette un rapide coup d'œil qui nous permet de constater que la majorité d'entre vous est sur l'avant-dernière version, donc 24.1 de Global Mapper. C'est noté. Merci pour vos retours. Je masque le sondage, je reviens à ma présentation et au programme. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer avec donc le premier point de notre liste, de notre menu du jour, affichage sur écran à haute résolution. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, je vais basculer sur Global Mapper. Normalement, vous devriez avoir vu mon interface qui a changé. On n'est plus sur ma présentation, mais sur une interface de Global Mapper. Et désormais, Global Mapper possède un comportement plus adaptatif, disons, à la variété des types d'affichage que vous pouvez rencontrer. Beaucoup d'entre nous connaissons les écrans 2K, 4K, dont la variété de résolution proposée est supérieure au type standard Full HD. Global Mapper est désormais plus dynamique, plus adaptatif, je le disais, aux différentes résolutions d'écran. Donc le texte va apparaître de manière plus claire, plus nette en tout cas, et les fenêtres vont s'adapter davantage. Si vous avez besoin de changer l'échelle de votre écran, par exemple, les fenêtres vont s'ajuster de manière plus efficace. Vous le vérifierez très bien sur les fenêtres de dialogue qui, au fil du temps, pour certaines, sont devenues très grandes, avec davantage d'options qui s'y sont implantées. Ce sont des fenêtres qui avaient tendance à toucher les bords de l'écran, qui n'étaient plus très pratiques dans leur manipulation. Donc ça, normalement, désormais, c'est corrigé. Donc c'est pas une amélioration absolument extraordinaire, mais disons qu'elle assure un meilleur confort pour le travail au quotidien avec Global Mapper, lorsque vous avez besoin de passer d'un écran d'ordinateur portable, par exemple, à un ordinateur de bureau doté de plusieurs moniteurs. Ça, c'est la première amélioration qui concerne l'interface. Il y en a une deuxième qui concerne une réorganisation des menus, et en particulier du menu analyse. Alors, je retourne sur l'interface de Global Mapper. Les utilisateurs de longue date de Global Mapper ont certainement l'habitude d'un très long et unique menu analyse qui s'est largement enrichi au fil des années et surtout depuis l'apparition de Global Mapper Pro. Parmi les ajouts récents d'outils, on peut penser par exemple à l'outil de classification raster, à l'outil de peinture terrain, à l'outil de création de lignes de fracture, etc., etc. Bref, on a un menu qui commençait à devenir un peu encombrant, en tout cas un peu trop surchargé, surtout pour les utilisateurs qui ne travaillent qu'avec un seul type de données en particulier. C'est pourquoi le choix a été fait par les développeurs de Global Mapper de distinguer les outils d'analyse en différents menus en fonction du type de données à traiter. Donc, au lieu d'avoir un seul et unique menu analyse, vous en avez désormais 4. Le premier se situant ici, c'est le menu qui va vous permettre de trouver les outils d'analyse des données LIDAR. Pour traiter les données raster, ce sera ce menu-ci. Pour traiter les données terrain, celui-ci, qui reste toujours assez touffu, très fourni. Et puis le menu aussi analyse vecteur. Voilà, donc rien ne change à part une réorganisation. Il n'y a pas d'outils en moins. Les outils qui possédaient une symbologie l'ont toujours et sont toujours présents dans les barres d'outils.
Il n'y a pas de reconfiguration du côté des barres d'outils, uniquement au niveau du menu analyse, qui est donc scindé en quatre sous-menus. Voilà pour ce qui concerne l'interface. Qu'est-ce que j'entends par stylisation automatique? Alors, je retourne dans Global Mapper. Il est désormais possible de charger des couches vectorielles composées d'entités dont le type est inconnu, avec une couleur différente, dans le but tout simplement de mieux les distinguer lors de leur chargement dans un même espace de travail Global Mapper. Alors, premier exemple, juste en chargeant des données par défaut. Ici, j'ai ouvert juste une interface, charger des données par défaut. Et là, j'obtiens le planisphère classique que certainement vous avez déjà au moins ouvert une fois, qui ici apparaît avec une couleur verte. Si je décharge l'espace de travail, CTRL U par exemple, que je recharge des données par défaut, j'ai à nouveau mon même planisphère avec l'ensemble de mes entités qui représentent les différents pays. Qui apparaît, mais cette fois-ci pas en vert, mais en bleu. D'ordinaire, avant la version 25, toutes les entités seraient apparues systématiquement colorisées en gris-noir, avec un contour noir, si je ne dis pas de bêtises, et un remplissage gris clair. Désormais, on a une couleur aléatoire qui est attribuée à l'ensemble de nos entités, parce qu'il s'agit d'entités de type inconnu. Et ça, je peux le vérifier en me munissant de l'outil Info. Je viens cliquer sur une entité au hasard et vous voyez dans le champ type d'entité, on a bien ici la mention qu'il n'a pas encore été possible pour l'instant de traduire en français. C'est dans les tuyaux, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Unknown Area Type, type d'entité de surface inconnue. Alors, essayons ça maintenant avec d'autres données. Je décharge à nouveau l'espace de travail. Et je vais charger alors des couches très simples au format shapefile, fichier ouvrir. Je vais chercher dans mon dossier juste ici. Hop, changeant par exemple les limites du comté de Knox qui est basé dans l'état du Maine aux États-Unis. Donc là, on a une couleur rose saumon qui a été attribuée à l'ensemble des entités de la couche. Ça fonctionnera de la même manière pour des entités ponctuelles ou linéaires. Chargeons par exemple un fichier de route, fichier ouvrir, route. Voilà, donc là, on a une couleur marron qui a été attribuée à l'ensemble de mes routes. Si maintenant je décharge l'espace de travail, que je refais exactement la même manipulation, je sélectionne cette couche-ci. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à partir du moment où vous avez des couches du même format dans un même dossier, en maintenant la couche contrôle, vous pouvez les sélectionner en même temps pour les importer en une seule opération. Voilà, et donc là, j'obtiens un style tout autre. J'ai mon comté qui apparaît en marron et puis mon réseau routier, cette fois-ci, avec un linéaire vert. Voilà, ce qui nous permet, à l'importation de ces couches-là, de bien distinguer, en tout cas plus facilement que ça n'était le cas avant la version 25, les entités ici de ma couche comté de celles de ma couche route. Voilà, alors bien évidemment, c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez intervenir ensuite, que vous pouvez modifier à votre guise, tout simplement en vous rendant dans les options de la couche. Donc dans le centre de contrôle, je double-clique sur celle-ci. Je me rends dans l'onglet style des entités de ligne. On retrouve toujours nos options, en particulier celle qui s'intitule utiliser le même style pour toutes les entités. Finalement, je préfère une autre couleur pour mes entités de route, que je ne veux pas distinguer par rapport à un attribut ou autre. Hop, je viens sélectionner la couleur de mon choix. OK. Appliquer. Et voilà. Bon, sachant que vous pouvez aussi intervenir sur le style en appliquant un type particulier via l'onglet type d'entité. Vous voyez, ici, on a bien le type Unknown Line Type. Donc, vous pouvez venir choisir un autre type si vous le souhaitez sans problème. Hop. Si j'enregistre l'espace de travail, cette fois-ci, que je recharge l'espace de travail, ce sont ces couleurs-ci, ce style-là, qui sera bien conservé au moment de la réouverture de l'espace de travail. Donc, c'est uniquement lorsque vous déchargez et rechargez une couche
sans espace de travail enregistré que cette application de couleurs aléatoires intervient. Et bien évidemment, si vous voulez contrer ce comportement, si cette amélioration ne vous intéresse pas et que vous voulez la désactiver, c'est évidemment possible. Vous allez tout simplement dans le centre de configuration de Global Mapper en cliquant sur la petite clé à molette dans la barre d'outils ou bien en vous rendant dans le menu outils, configuration. Voilà, et là, vous vous rendez sur l'onglet style. Et vous remarquerez que dans l'onglet style des entités de points, de surface ou de ligne, vous avez désormais un champ qui s'appelle couleur aléatoire à partir d'une palette. Et vous allez trouver finalement la palette composée par défaut de 12 couleurs, qui sont les couleurs qui vont être appliquées de manière aléatoire à chaque fois que vous chargez une couche. Hop. Et si je me mets sur Unknown Area Type, vous voyez que j'ai accès au bouton ici « Sélectionner une palette ». Donc, c'est une palette que vous allez également pouvoir personnaliser en supprimant des teintes, en ajoutant, en chargeant un fichier palette si vous en disposez d'un, etc., etc. Voilà. Et si moi, je veux contrer ce comportement-là, que je veux que ce soit toujours tel style qui soit appliqué lorsque je charge des entités de surface, par exemple, et bien là, je pourrais, pourquoi pas, changer la couleur de ma bordure ici. Hop. Cliquer sur appliquer. Mes entités de surface seraient présentées comme ça. Si maintenant je ferme la fenêtre de dialogue, je décharge l'espace de travail sans forcément enregistrer. Je clique sur ouvrir, je charge à nouveau ma couche d'entité de surface. Voilà. Et donc là, ce sera systématiquement ce type-là, ce style-ci, qui sera appliqué sur mes couches ou prenant des entités de surface. Découvrons désormais quelles sont les améliorations qui ont été apportées aux outils d'analyse et en particulier à l'outil d'analyse de bassin versant qui prend désormais en compte, en charge, les entités 3D dans son traitement. Je vais changer d'espace de travail. Normalement, il est déjà prêt. Voilà. Je vais vous présenter cette amélioration avec cet espace de travail-là qui est très simple, qui est composé d'une couche terrain, bien sûr. C'est la couche qui s'intitule ici MNT, qui est composée alors de plusieurs entités vectorielles. Vous voyez, on a 3 entités qui se présentent à l'écran. On a une entité de surface qui se trouve dans la couche emprise. C'est simplement un polygone que je vais utiliser pour contraindre plutôt le traitement dans son emprise. Voilà, juste pour qu'il dure un tout petit peu moins longtemps que si j'analysais l'ensemble de la couche ici présente. On a aussi une entité de points qui va me servir de point de départ pour effectuer une analyse d'écoulement. Je voudrais identifier la direction d'un écoulement au départ de ce point sur le terrain qui est présentement chargé. Et puis, on a aussi une entité de ligne qui se trouve dans une couche barrage. Donc là, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut se servir d'une entité vectorielle comme celle-ci, qui est en l'occurrence ici une entité de ligne, pour barrer la route à un écoulement. Voilà. C'est une entité qui a par ailleurs une valeur d'altitude. Ce n'est pas obligatoire. J'aborderai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Mais en l'occurrence, celle-ci, elle a une valeur d'altitude. Vous voyez, elle a un champ elevation avec une valeur de 16 mètres. Alors, je vais procéder en 2 étapes juste pour vous montrer la différence avant l'option et puis après l'utilisation de la nouvelle option d'obstruction. Je vais d'abord, dans un premier temps, sélectionner uniquement mon entité de points pour effectuer une analyse dite par goutte d'eau sans tenir compte du barrage que je ne sélectionne pas. Et je vais aussi sélectionner le polygone, juste comme je le disais tout à l'heure, pour contraindre le traitement à l'intérieur de celui-ci. Voilà, je sélectionne le point, le polygone, je me munis de l'outil Créer un bassin versant. On obtient cette fenêtre de dialogue-là. On va pouvoir nommer la couche de destination. Donc, l'entité vectorielle
Par entité vectorielle, j'entends l'entité qui représente notre barrage. Pour l'instant, on ne l'inclut pas au traitement. Entité vecteur non inclus. Ensuite, comment est-ce que je paramètre ma fenêtre? Je vais la paramétrer comme si je veux simplement tracer le ruisseau à partir des points sélectionnés. Donc, je vais faire une analyse dite par goutte d'eau. On constate rapidement que nos nouvelles options d'obstruction se trouvent en bas à gauche de la fenêtre de dialogue, mais pour l'instant, je n'y touche pas et je ne peux même pas, parce que je n'ai pas sélectionné d'entité vectorielle. Et je pense bien à limiter le traitement à l'entité de surface préalablement sélectionnée. Je clique sur OK. Normalement, le traitement devrait être assez rapide. Hop. Je désélectionne tout. Je vais zoomer un tout petit peu. Alors, je vais zoomer sur mon emprise comme ceci, ce qui nous permet de constater qu'au départ du point, on a un écoulement qui suit la présente direction, qui évidemment ici ne tient pas compte du tout du barrage présent juste là, et qui donc passe à travers pour s'arrêter juste là. Bien. Reproduisons l'analyse, mais cette fois-ci en tenant compte du barrage. Donc, je recommence, j'ouvre l'outil créer un bassin versant, je nomme à nouveau la couche de destination, mais cette fois-ci l'entité vecteur sera inclue dans l'analyse. Je paramètre rapidement ma fenêtre. Comme tout à l'heure ici, je veux uniquement tracer le ruisseau à partir du point sélectionné pour effectuer une analyse dite par goutte d'eau. Et là, je vais bien cocher l'option « Utiliser les entités vectorielles comme obstruction ». Donc là, j'indique que les valeurs d'altitude des données vectorielles chargées doivent être prises en compte pour l'analyse du bassin versant. Ça vous permet d'utiliser des éléments comme des bâtiments, des ponceaux ou des barrages comme dans cet exemple pour bloquer ou pour dévier le débit et éventuellement aussi pour créer un bassin versant potentiellement plus réaliste. On a aussi une deuxième option que je ne vais pas cocher ici, mais l'option considérer uniquement les entités vectorielles avec des altitudes qui spécifie, quand on la coche, que seules les entités vectorielles avec des valeurs d'altitude sont considérées comme des obstructions. Si cette case n'est pas cochée, toutes les entités, y compris les entités 2D, seront utilisées comme obstructions. Toutes les entités 2D utilisées agiront comme des obstructions au flux, empêchant tout courant de passer. On a une troisième option, les entités d'obstruction bloquent toujours le débit. Là, on spécifie qu'aucun flux ne peut passer à l'extérieur d'une entité. Ça s'applique à toute position située soit dans une entité de surface considérée comme étant une obstruction ou une position située à proximité d'une ligne considérée comme un objet d'obstruction, quelle que soit la hauteur de l'entité. Et puis, une dernière option, hauteur des entités vectorielles par rapport au sol. Là, on spécifie à partir de cette option si les valeurs d'altitude stockées avec les entités vectorielles sont relatives au sol ou au niveau moyen de la mer. Généralement, les hauteurs des entités vectorielles sont spécifiées par rapport au sol. Si des entités de surface sont incluses et que leurs hauteurs sont par rapport au sol, les entités d'obstruction dans ces entités de surface seront augmentées de la hauteur spécifiée. Toutes les entités pour lesquelles un mode d'altitude explicite est défini pour l'entité ou la couche y obéiront via ces paramètres, en fait. Bon, dans l'exemple qui est le nôtre, je ne coche que ces deux options et je spécifie ensuite quelle est la couche qui contient mon objet d'obstruction. En l'occurrence, on a dit ici que c'était la couche barrage. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal comme ceci. Je n'oublie pas de limiter le traitement à mon entité de surface sélectionnée. Et puis, je clique sur OK pour regarder le résultat que l'on obtient. Donc, voici le résultat. On obtient bien le même linéaire que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il s'arrête bien à l'endroit souhaité, au niveau de notre entité de ligne, donc par notre barrage ici fictif.
Pas de questions par rapport à ça? Non? Dans ce cas, eh bien, je vais aborder le dernier point, la dernière amélioration qui concerne la version standard de Global Mapper 25 et qui concerne l'outil d'aplanissement et son option d'optimisation. Je vais pour cela mobiliser un autre espace de travail, c'est celui-ci, qui est composé encore une fois de couches très simples. On a un modèle numérique de terrain à une résolution d'1 mètre. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une entité de surface qui se trouve dans la couche limite de propriété qui délimite tout simplement, et comme son nom l'indique, une propriété. Et puis, on a une autre entité qui se trouve dans la couche site de construction qui est composée d'une... donc, on a une entité, on a une couche site de construction qui est composée donc d'une seule entité qui délimite une zone à niveler sur laquelle un travail d'aplanissement est nécessaire. Et donc, pour cela, on va utiliser l'outil d'aplanissement qui existe déjà depuis un certain temps dans Global Mapper. Et je vais vous présenter là de suite ce que permet de faire la nouvelle option d'optimisation. Alors donc, comme d'habitude, quand on utilise cet outil, je vais au préalable sélectionner l'entité au niveau de laquelle je souhaite procéder à l'aplanissement. Ce que je fais ici en sélectionnant mon polygone, et ensuite l'option, soit on y accède via le menu contextuel du numériseur, soit on y accède directement via le menu numériseur. Option avancée de création d'entité. Et l'outil se trouve juste là, calculer une grille pour un projet de site aplani à partir d'une ou plusieurs surfaces sélectionnées. On va pouvoir nommer, si on le souhaite, la couche de destination. Je vais laisser ici le nom par défaut, zone aplanie. On va pouvoir ensuite définir la hauteur d'aplanissement. Est-ce qu'on souhaite spécifier une hauteur fixe? Est-ce qu'on souhaite demander à niveler aux hauteurs de surface ou est-ce que l'on souhaite calculer la hauteur nivelée de manière à égaliser les volumes de déblai-remblai? C'est cette option que je vais choisir ici. On a des options également de paramétrage de la pente pour adoucir notamment la pente autour de la zone de nivellement. Si on le souhaite, on a la possibilité de paramétrer des gradins. Et la nouveauté dans cette fenêtre de dialogue, il se trouve tout en bas de la fenêtre, dans le champ optimisation de l'emplacement du site. C'est-à-dire qu'on va demander à Global Mapper d'identifier la meilleure zone, la meilleure position à aplanir dans une zone donnée, en l'occurrence ici au sein des limites de ma propriété, de manière à ce qu'on ait une minimisation des volumes de déblai et de remblai. Donc pour cela, je veille bien à cocher l'option optimisation de l'emplacement de la parcelle pour minimiser les volumes de déblai-remblai. Soit on demande à effectuer la recherche dans un rayon de tant de mètres, de tant de kilomètres autour de l'entité sélectionnée, soit on demande à effectuer une recherche au sein d'une couche ou d'une entité particulière donnée. Ici, c'est ce que je vais faire en sélectionnant donc la couche limite de propriété qui n'est composée que d'une seule entité, celle qui est délimitée ici par des pointillés. Et donc, la recherche va se faire dans ce périmètre-là. On définit la résolution de la recherche et puis on peut également cocher cette option, c'est ce que je vais faire ici, pour autoriser la rotation de la parcelle, donc changer légèrement sa rotation par rapport à sa position, à son orientation actuelle. Je clique sur OK. Normalement, le traitement est aussi très rapide ici. On a comme d'habitude un résumé des calculs volumétriques qui sont enregistrés dans le presse-papier. Donc, vous pouvez les coller dans un éditeur de texte par ailleurs pour les garder en mémoire. Et si je clique sur OK, regardez ce qui s'est passé. On obtient dans le centre de contrôle 2 nouvelles couches.
Une couche vectorielle, c'est celle qu'on voit très bien apparente ici dans la vue 2D, et puis une autre couche terrain, qui s'appelle aussi zone aplanie. Si je dézoome un peu, on voit que finalement le site optimal identifié par Global Mapper n'est pas ici comme placé initialement, mais bien ici. Je vais masquer le premier site de construction. Je vais masquer ici l'entité vecteur aussi. Et là, donc, on a une nouvelle portion de terrain, de grille d'altitude, dont on va pouvoir rendre compte plus facilement, peut-être en changeant le nuanceur. Je ne vais pas rester sur le nuanceur Atlas qui rend compte de l'altitude, mais moi, je voudrais une représentation en fonction de la pente. Je choisis ici nuanceur de pente. Voilà. Donc, on voit bien le résultat, que ce soit dans la vue 2D ou dans la vue 3D. Et je vois que le temps file à toute vitesse. Il est déjà 3h, 15h moins 20. Il est largement temps de passer à la présentation des nouveautés, cette fois-ci de l'extension Pro de Global Mapper, qui comprend bien sûr toutes les nouveautés que je viens de présenter dans la version standard. En plus, dans l'extension Pro, vous allez avoir accès, par exemple, à l'outil, au tout nouvel outil de chemin de moindre coût. Qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire, cet outil? Eh bien, je vous le montre sans plus attendre avec un autre espace de travail. À nouveau, ce sera celui-ci. On a une couche terrain. On a également plusieurs entités vectorielles, notamment des entités de surface, ici en rose, et puis des entités de points. Alors, vous voyez aussi que ces entités de points ont été numérotées. Alors, on a le point de départ qui se trouve au nord de la carte, vous voyez ici. On a ensuite un point à rejoindre, une première position, D1, une deuxième position, ensuite D2, et puis une troisième et ultime position, D3, plus au sud. Voilà, donc on voudrait calculer l'itinéraire optimal sur ce terrain à suivre pour partir de ce point de départ et rejoindre le point 3 en passant par le point 1 et le point 2. En évitant, ce serait une autre condition que j'aurais, en évitant les zones délimitées ici en rose. Eh bien ça, cet outil d'analyse du chemin de moindre coût va vous permettre de l'effectuer. C'est un outil que vous allez trouver dans le menu Analyse terrain. Juste ici, vous voyez, trouver le chemin de moindre coût entre les points. On a une grande fenêtre de dialogue à nouveau qui s'ouvre. Première étape, on va charger les points, étape, au moins 2 points. Il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Soit en ajoutant des points que vous auriez préalablement sélectionnés sur l'espace de travail, en ajoutant une couche de points, en ajoutant des positions également, pour lesquelles vous allez rentrer des coordonnées. Vous pouvez ensuite supprimer des points si vous voulez en enlever finalement de votre sélection. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter une couche de points. Ça tombe bien, j'en ai déjà une de chargée dans mon espace de travail, c'est ma couche destination. Je clique sur OK. Et voici l'ensemble de nos points qui apparaissent comme ceci, que vous pouvez bien sûr réorganiser à votre guise par la suite, simplement en les attrapant, vous voyez, hop, et en faisant un cliquer-glisser. Donc là, je fais juste un clic long gauche avec ma souris. Hop, ça va me permettre de les réorganiser à ma guise. Ici, je laisse comme ça, parce que c'est bien dans cet ordre-là que je souhaite effectuer l'analyse. Puis, je vais configurer les options qu'on a juste en dessous. Spécifie l'ordre du chemin, du point de départ vers chaque destination selon un ordre séquentiel, ou bien du point de départ vers chaque destination séparément, ou du point de départ vers chaque destination selon un moindre coût. 3 possibilités. Je vais utiliser la première, moi. On va paramétrer ensuite les zones d'évitement à éviter. Alors moi, ce que je voudrais rajouter comme paramètre ici, c'est demander à éviter les zones qui auraient une pente supérieure à 20 degrés en particulier. On peut aussi demander à éviter des zones situées au-dessus ou en dessous de telle altitude. Et on peut aussi demander à éviter des zones spécifiées par des couches vecteurs, en particulier ma couche qui s'appelle zone à éviter. Je clique sur OK. On a des paramètres de coût également en bas à gauche. On va nommer la couche de destination. Par défaut, ici, elle se nommera chemin de moindre coût.
Vous avez des options de rééchantillonnage. Et là, je ne vais pas aller plus loin dans le paramétrage. Je vais simplement cliquer sur OK. Et voici le résultat que l'on obtient. Dans le centre de contrôle, on a une nouvelle couche qui comporte une entité vecteur de ligne qui est apparente sur la carte sous la forme ici de linéaire rouge qu'on va pouvoir sélectionner comme n'importe quel type d'entité avec le numériseur. Ici, on a les vertex de l'entité qui apparaissent. On va pouvoir visualiser ces informations avec l'outil info. Donc, on a la longueur du tracé. Vous avez également différentes informations liées au vertex. Si je clique sur le bouton vertex avec les valeurs d'altitude associées à chacun des vertex. La pente également, le cap. Voilà. Ça, c'est l'outil chemin de moindre coût. Nous avons aussi plusieurs améliorations qui ont été apportées à l'outil de photogrammétrie Pixels 2 Points. Je vous en dis davantage de suite avec cet espace de travail-là, dans lequel j'ai simplement au préalable chargé différentes images collectées par drone qui apparaissent très clairement dans le centre de contrôle. Cette forme de liste ici, et également dans la vue 2D principale sous la forme d'entités ponctuelles, avec la direction sous la forme de flèches roses qui est également apparente pour chaque photographie que je vais pouvoir visualiser en me munissant, comme d'habitude, de l'outil info. Je vais pouvoir cliquer sur une image. Ah, elle est apparue sur l'autre écran, je la fais apparaître de suite. Hop là. Telle qu'on la voit ici, avec l'emprise aussi de l'image sur la carte, comme ceci. Voilà, et donc ce type de données, on va pouvoir la traiter avec l'outil Pixels 2 Points pour en générer une ortho-image, un nuage de points, un mesh. Hop. Et cet outil Pixels 2 Points, il se situe juste ici, vous voyez, hop, je vais l'ouvrir. Alors, parmi les premières améliorations qu'on peut citer, évidemment, ça dépendra du matériel et des données que vous allez traiter. Mais ce qui a été remarqué, c'est qu'avec cette version 25, il y a une nette amélioration de la vitesse des traitements, pouvant aller jusqu'à 50%, qui a été notée. Donc, voilà, une amélioration de la vitesse. N'hésitez pas également à nous faire des retours sur cet outil. Nous sommes très preneurs, les développeurs de Global Mapper en particulier. Donc une amélioration sur la vitesse de l'outil et une amélioration également concernant l'assistant de l'outil Pixels 2 Points. Si vous êtes utilisateur de cet outil déjà depuis longue date, vous aurez remarqué que c'est aussi un outil qui a connu de nombreuses améliorations au fur et à mesure du temps, d'ajout de nombreuses nouvelles options, et c'est un outil assez dense, assez pointu. Et donc récemment a été ajouté l'assistant de Pixels 2 Points pour vous aider à paramétrer cet outil. Et donc, vous avez le choix, ici, lorsque vous lancez l'outil, d'utiliser soit directement la fenêtre principale, soit de vous faire aider par l'assistant. Et c'est cet assistant qui a été aussi simplifié dans la version 25. Vous allez nommer votre projet, vous allez définir le dossier du projet. Hop, par exemple, OK, suivant. Là, vous avez une deuxième fenêtre de configuration initiale qui vous propose déjà d'ajouter les images à traiter. On peut ajouter des fichiers images, on peut ajouter un dossier, on peut ajouter aussi des points images qui seraient déjà chargés dans l'espace de travail. Ici, c'est le cas. J'utilise ce bouton pour pouvoir décider de garder ou non certaines images simplement en les cochant ou en les décochant. On définit le datum, le modèle de caméra. On clique ensuite sur suivant. Et dans cette troisième fenêtre, vous allez sélectionner quel est votre type de projet principal.
quelle est votre principale problématique à ce moment, à cette étape de traitement? Est-ce que vous souhaitez créer une ortho-image, un nuage de points 3D, un modèle 3D, une ortho-image rapide, un modèle 3D rapide, juste pour avoir un ordre d'idée d'un rendu rapide? Voilà, donc vous choisissez votre projet principal. Vous avez du coup des informations sur l'orientation de l'image, le type de collecte. Vous cliquez sur suivant et là vous allez pouvoir sélectionner des sorties supplémentaires. Donc, à cette ortho-image, qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Un modèle numérique de surface, des courbes de niveau ou autre. Donc, vous sélectionnez tout ça et ensuite soit vous demandez à lancer directement le traitement, soit vous cliquez sur le bouton paramètres avancés pour accéder cette fois-ci à la fenêtre proprement parlée de Pixels 2 Points qui va vous permettre de retrouver l'ensemble de vos images, de les prévisualiser à droite, d'ajouter des points de contrôle au sol, d'ajouter également des masques, de définir d'autres résultats. Vous avez toujours la possibilité d'ajouter d'autres résultats en sortie à cette étape-là et de paramétrer aussi d'autres options un petit peu plus spécifiques sur la droite. Voilà, ça c'était pour l'assistant de Pixels 2 Points. On a un autre nouvel outil qui est l'outil de peinture d'image qui a été ajouté à Global Mapper, qui est le cousin, je le disais tout à l'heure, de l'outil peinture terrain de Global Mapper. Hop là, je vais me baser sur cet espace de travail-là. L'outil peinture terrain, on l'a juste là, vous voyez, qui va vous permettre d'intervenir sur les couches d'altitude pour rajouter de la matière, surélever un terrain ou à l'inverse creuser dans le terrain, aplanir le terrain, adoucir. Voilà, là on intervient sur les couches d'altitude. Juste à sa droite, vous avez l'outil peinture d'image où là vous allez pouvoir aussi intervenir sur des rasters, mais des rasters qui ne possèdent pas d'informations d'altitude, comme les deux couches que nous avons déjà chargées ici à gauche dans l'espace de travail. Je vais d'abord m'intéresser à cette première couche qui apparaît dans la vue principale 2D. Et vous voyez aussi que j'ai fait apparaître la vue d'ensemble très pratique pour pouvoir se repérer sur la carte quand on a besoin d'effectuer des zooms importants dans la vue principale. Donc, je le disais, l'outil peinture raster, vous y avez accès dans la barre d'outils d'analyse de Global Mapper. Vous y avez aussi accès dans le menu analyse raster. Hop, juste là. Je le sélectionne et là, on a une fenêtre de dialogue qui est volante et que vous allez pouvoir ancrer à l'endroit que vous souhaitez dans l'espace de travail. Ça peut être très pratique, par exemple, de le mettre juste là, sous le centre de contrôle, au-dessus de la vue d'ensemble. Comme ça, il ne prend pas de place et je l'ai bien en vue. Et ça nous donne donc accès à cette fenêtre qui nous permet déjà de définir la couche sur laquelle on souhaite intervenir et qui nous donne accès à différents types d'opérations, comme l'outil peinture terrain, différents types d'opérations pour lesquelles on va pouvoir associer différents types de pinceaux. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cet exemple-là pour vous illustrer quelques-unes de ces opérations? Je voudrais éclaircir le bleu de l'océan qu'on a juste ici. Comment je m'y prends? Bon, pour faire ça, je vais sélectionner l'opération remplir avec une couleur. Là, vous voyez, je n'ai pas accès à d'autres types de pinceaux que le point. Donc, je laisse comme ceci et je viens définir la couleur de mon choix juste en dessous. Je sélectionne pourquoi pas ce bleu. Là, vous voyez, j'ai une nouvelle pipette en quelque sorte. Pas une pipette, un croisillon qui remplace mon curseur et je vais pouvoir venir cliquer sur un pixel au hasard. Ici, l'espace est assez grand, c'est pratique, au niveau de la zone pour laquelle je souhaite changer la couleur. Ça, je fais un simple clic gauche. Et voilà, voilà le résultat. Alors, ça fonctionnera aussi pour les zones à l'intérieur des terres, comme celle-ci, par exemple, celle-ci. Hop. Voilà, comme ceci. Alors, là, je m'aperçois qu'à l'intérieur, il y aurait peut-être des zones qu'il faudrait que je vienne combler avec cette même couleur bleu clair. Je pourrais venir corriger la couleur. Donc, pour ça, je vais venir
utiliser le petit bouton en forme de pansement. Hop. Et je vais utiliser le mode trace. Comme ceci. Et là, vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Hop. Et je vais faire comme ceci. Tracer un polygone à l'intérieur qui va me permettre de combler par toujours la couleur bleue les zones intégrées, comprises dans mon polygone de délimitation. Hop. Ça, c'est un premier exemple. Voyons ce que ça donne avec une couche land cover. Celle-ci, je vais la masquer. Je vais en faire apparaître une autre. Hop. Qui, voilà, avec une emprise totale, ressemble à ça. Je vais la spécifier dans mon outil peinture d'image qui n'a pas bougé pour l'instant. Je zoome un petit peu. Hop. Et là, vous voyez, dans le champ couleur, j'ai désormais accès à une palette qui rend compte de l'ensemble des couleurs de ma couche land cover. Si je veux changer la couleur de certains pixels pour rendre compte d'une évolution du territoire à un endroit donné, par exemple pour ajouter des zones avec l'identifiant 23, hop, je viens sélectionner la couleur qui m'intéresse ici, je viens cliquer sur l'outil appliquer la couleur, donc c'est le petit pinceau qu'on a juste là, je sélectionne point, type de pinceau point, je vais zoomer, hop, taille du pinceau, 1 pixel, hop, là, vous voyez, ça va me permettre de travailler pixel par pixel, et vous voyez les pixels sur lesquels je clique, ils changent de couleur et ils prennent bien la couleur rouge, numéro 23 que j'ai spécifié dans le champ couleur. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi agrandir la taille du pinceau. Si je mets une valeur de 4, hop, ça va me donner ce genre de modification-ci. Voilà. Et puis on peut aussi remplacer une couleur par une autre en sélectionnant l'opération remplacer. Si je veux remplacer par exemple la couleur qui porte le numéro 22, vous voyez ici, hop, je veux la remplacer par toujours ma couleur rouge 23. Je sélectionne pourquoi pas le mode trace, comme ceci, hop. Alors repérez bien les zones rose saumon, comme celle-ci là, hop, vous voyez, je vais sélectionner une zone très grossièrement comme ceci, voilà. Ça me permet de changer la couleur de cette manière-ci. Voilà, pour cet outil peinture d'image. Alors, le temps nous manque malheureusement pour balayer l'ensemble des opérations, mais je vous invite vraiment à tester. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Très intéressantes. Peinture d'image, c'est vu. Qu'avons-nous d'autre comme nouvel outil? On a l'outil qui permet d'ajuster les couches d'altitude. Si vous avez l'habitude de manipuler du LiDAR, peut-être avez-vous déjà utilisé l'outil LiDAR QC présente dans les outils de traitement LiDAR. Hop, qui se trouve juste là. L'outil LiDAR QC, c'est celui-ci, qui permet de réajuster un nuage de points LiDAR par rapport à des points de contrôle au sol. C'est vrai que plusieurs utilisateurs nous ont fait la demande à plusieurs reprises de pouvoir réajuster des couches terrain par rapport à des points de contrôle au sol. Jusqu'à présent, c'était pas possible. Je pense que ces utilisateurs vont être ravis de découvrir cette nouvelle fonction qui n'est pas ici, qui n'est pas dans la barre d'outils de traitement LiDAR, mais dans la barre d'outils d'analyse terrain. Vous voyez, c'est celui-ci, et que vous retrouvez bien évidemment dans le menu analyse terrain, de la grille d'altitude. Alors là, j'ai un espace de travail très simple, encore une fois, qui est composé d'une couche terrain avec plusieurs points de contrôle, vous voyez, qui sont au nombre de 8, représentés par des entités ponctuelles orange. Si je clique sur l'une d'entre elles avec l'outil info, on voit qu'elle possède une valeur d'élévation, une valeur d'altitude, et c'est le cas pour absolument toutes les autres. Qu'est-ce qui se passe également si j'utilise le profil de tracé? Hop, par exemple.
Hop, je vais l'ancrer, on va la garder pas très loin. Hop là, donc vous voyez là, on retrouve nos points. Ce sont les points orange sur le profil, hop, qui sont pas tout à fait sur le profil. Hein. Il y a un décalage. Nous, on voudrait justement réajuster l'altitude de notre terrain par rapport au point de contrôle. Donc finalement, abaisser l'altitude du terrain. Vous voir que c'est vraiment très très simple. Ça se fait en 3 clics à peine. On va sélectionner l'outil. Je clique dessus. Source de destination des points de contrôle. Alors, quelle est la couche qui comporte mes points 3D? C'est ma couche point de contrôle. Donc, ici, je n'en ai qu'une, donc elle est automatiquement sélectionnée. Si on avait voulu travailler qu'à partir de certains points qu'on aurait préalablement sélectionnés, ça aurait été aussi tout à fait possible. Mais ici, voilà, la question ne se pose pas, je laisse tout cocher. Et puis, quelle est la grille d'altitude à partir de laquelle effectuer la comparaison? Encore une fois, ici, il n'y en a qu'une, donc la question ne se pose pas, c'est bien ma couche terrain. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. Et là, comme pour l'outil d'ajustement des nuages de points, on a au préalable une fenêtre d'information pour chacun de nos points, avec les valeurs de comparaison. Vous pouvez exporter ce tableau-là en fichier CSV d'ailleurs, si vous le souhaitez. Et ici, moi, ce que je vais tout simplement faire, c'est demander à ajuster la grille au point de contrôle. Êtes-vous sûr? Oui. Donc, les altitudes ont bien été ajustées au point de contrôle et je vais pouvoir demander à fermer la fenêtre et enregistrer la grille. Donc, je vais avoir une nouvelle grille d'altitude qui va être créée et ajoutée au centre de contrôle. Vous voyez là, dans le centre de contrôle, j'ai une nouvelle couche terrain avec, entre parenthèses, la mention Adjusted Elevation. Donc, c'est la couche terrain pour laquelle l'altitude a été ajustée. Je garde mon profil de tracé bien ouvert parce qu'il nous montre du coup le résultat. Alors, vous avez en rouge, en bleu, le profil du terrain d'origine. Hop. Et puis en rouge, le profil du terrain ajusté, qui correspond désormais bien aux positions représentées par nos points de contrôle ici en orange. Voilà pour cet outil d'ajustement des couches terrain. Et je vois que le temps file décidément à toute vitesse, 15h01, on a presque terminé, promis. Il me reste à vous parler d'un dernier point. Comment est-ce que l'outil de classification automatique de Global Mapper a évolué, et en particulier de la classification automatique des nuages de points. Là encore, une reconfiguration de l'organisation des outils de classification. Donc rapidement, avant de clôturer ce webinaire, je vous dis quelques mots sur cet outil-là, avec en particulier une option très intéressante qui est encore en version bêta, mais qui est très prometteuse pour personnaliser aussi vos classifications. C'est parti. Dernier espace de travail, c'est celui-ci. Extrêmement simple, encore une fois. Alors ici, on a un nuage de points lidar qui est colorisé. C'est pour ça qu'on a l'impression, vu de loin, qu'il s'agit d'une orthophoto, mais pas du tout. Il s'agit bien d'un nuage de points lidar. Si je zoome, on voit, on arrive à distinguer nos points. Je reviens sur une vue, voilà, sur une emprise totale. C'est un nuage qu'on a déjà travaillé au préalable pour préparer la démonstration, ce qui fait que si je change sa représentation en fonction, alors on peut le représenter en fonction de l'altitude, hein, pourquoi pas, mais si je veux le nuage classifié, voilà, on voit que le sol, la végétation, le bâti et même des objets tels que des avions ont été classifiés. Donc c'est un nuage qui a déjà été classifié et pour lequel on a déjà aussi fait une segmentation, étape particulièrement importante pour la classification personnalisée dont je vais vous parler dans quelques secondes. Voilà, et puis on peut revenir sur une représentation en fonction des valeurs RVB. Donc, jusqu'avant la version 25, pour classifier automatiquement le sol, le bâti, la végétation et les points de bruit, nous avions dans cette barre d'outils de classification LIDAR plusieurs outils. Désormais, nous n'en avons plus qu'un seul, c'est celui-ci, qui, lorsqu'on l'ouvre, nous propose cette grosse fenêtre de dialogue avec, à gauche, les principaux paramètres
qui vont concerner majoritairement l'ensemble des traitements que vous serez amené à faire dans cette fenêtre, traitements que vous allez paramétrer plutôt sur la partie droite de l'écran. Alors, je reprends et vais essayer d'être le plus clair possible. Déjà, dans un premier temps, à gauche, vous allez définir à partir de quelle couche vous voulez travailler. Ici, encore une fois, la question ne se pose pas, on n'en a qu'une. Donc, par défaut, est déjà cochée la couche aéroport ici. On va pouvoir spécifier ses limites si on le souhaite, filtrer les points, qui sont des choses qu'on était obligé de faire à chaque classification auparavant. Donc, dans chaque fenêtre pour la classification du sol, du bâti, de la végétation, des lignes et des poteaux électriques. Voilà, systématiquement, il fallait spécifier ce genre d'options. Désormais, on voit très bien du coup qu'on ne le fait plus qu'une fois et ça s'appliquera sur l'ensemble des traitements qu'on pourra paramétrer tranquillement sur la droite. Traitements qui sont à disposition juste en bas, vous voyez. Donc là, par défaut, est coché le traitement de classification. Si je le décoche, la partie droite de la fenêtre disparaît. Voilà, vous avez aussi accès aux paramètres de segmentation géométrique. Donc, quand je coche l'option, on a un nouvel onglet qui apparaît, segmentation géométrique, juste ici. Et puis, un troisième onglet apparaît si je coche extraction d'entité, où là, on va retrouver l'ensemble des options qui permettent de procéder à l'extraction d'entités vectorielles à partir d'un nuage de points classifié. Donc, on n'a rien perdu en termes d'options et d'outils avec cette reconfiguration. C'est juste une réorganisation de plusieurs outils en une seule et même fenêtre qui vont se présenter cette fois-ci sous la forme d'onglets qu'on va faire apparaître ou disparaître à notre guise en cochant ou en décochant les options qu'on a juste ici à gauche. Alors, pour ce qui est de la classification, rapidement, voilà, vous décidez de procéder à une classification. Ensuite, sur la droite, vous décidez qu'est-ce que vous voulez classifier. Alors, forcément, il faudra d'abord que la classification du sol soit faite pour ensuite procéder à la classification du bâti, etc., etc. Pour la classification du sol, vous avez accès à deux méthodes différentes. La méthode grille MCC, Multiscale Curvature Classification, qui est la méthode traditionnelle qui a été conçue pour les lidars aériens. Et puis, vous avez la méthode par vraisemblance maximale qui, elle, utilise la segmentation et qui a été développée pour fonctionner mieux avec des nuages de points, plus modernes, comme le lidar terrestre, par exemple. Voilà. Et si vous voulez ensuite procéder au paramétrage d'une classification du bâti, vous viendrez cocher cette option. Même chose pour les lignes électriques, etc., etc. Et vous avez d'autres options du coup qui vont apparaître aussi au fur et à mesure sur la gauche. Voilà, donc finalement juste une réorganisation de ces différentes options. Avant de terminer, je voudrais attirer votre attention donc sur la possibilité également de personnaliser vos classifications. Je parlais tout à l'heure des entités telles que les avions. On n'a pas d'outils de classification déjà intégrés dans Global Mapper avec un algorithme qui lui serait propre, qui permet de classifier des objets comme des avions. Par contre, vous pouvez entraîner Global Mapper à repérer lors de la classification des objets comme des avions. Alors, dans ce cas-là, pour le faire et pour aboutir à cette classification qu'on a pu obtenir ici là, avec des avions bien distincts, bien identifiés en rouge, on part du principe qu'on a bien classifié au préalable le sol, la végétation, le bâti pour partir sur une bonne base et pour aider au maximum et donner toutes les chances à Global Mapper d'identifier le plus correctement possible ces objets tels que les avions. Donc, on a déjà procédé à une classification des autres types d'objets. Et quand on veut ensuite, hop, ma fenêtre, elle est ici, procéder à la classification personnalisée, eh bien, vous voyez, je vais cocher simplement l'option « Activer la classification personnalisée ».
hop, activer la classification personnalisée, donc qui est encore en version bêta. On retrouve nos différents modèles d'entités en bas à gauche. Et je peux demander à ajouter une classe, voyez, que je vais pouvoir renommer si je le souhaite, avion par exemple, oups, comme ceci. Je vais lui laisser son identifiant par défaut, vous voyez, 54. Et je vais pouvoir cette fois-ci repérer mes objets sur la carte. Et là, je vais m'aider du travail de segmentation qui a été fait au préalable. Donc, je vais afficher le lidar en fonction de la segmentation. Je repère un premier objet, vous voyez, ça m'aide. J'utilise la touche contrôle du clavier pour sélectionner plusieurs segments en même temps. Hop, là j'ai un premier objet. Oups. Je vais y arriver. Hop, comme ceci. Toc. Ensuite, je viens cliquer sur recueillir un exemple. Dans la liste non classifiée, je viens sélectionner avion. Et plus on a d'exemples, mieux c'est. Donc, je vais en prendre un deuxième. Ce sera le dernier promis. Hop là, comme ceci. Je l'ai sélectionné. Je viens à nouveau recueillir l'exemple. Je spécifie avion. Et lorsque j'ai un maximum d'échantillons, je vais ensuite pouvoir demander à Global Mapper de s'entraîner. Je clique sur s'entraîner. Qui va nous permettre de peupler ensuite les informations telles que la signature ici, les limites également, et de pouvoir utiliser dans une prochaine classification, vous voyez, non seulement alors les classes bâti, ligne électrique, végétation, poteau, bruit, mais aussi votre classification personnalisée qui s'intitule ici avion, pour laquelle, alors par contre, vous n'aurez pas de paramétrage comme pour la classification du bruit ou des poteaux, par exemple, puisque Global Mapper se basera sur les échantillons, tout simplement, que vous lui avez indiqués pour s'entraîner à repérer ce type d'objet. Bien. Écoutez, je ne vais pas vous retenir davantage. Il est temps de clore ce webinaire. Promis, on répondra aux questions sous la forme de petites facs. Je n'oublie pas. Quelques mots sur la manière dont vous pouvez mettre à jour Global Mapper vers la version 25. Ce que je vous recommande, c'est de télécharger Global Mapper à l'adresse qui s'affiche ici en bleu clair sur le formulaire de téléchargement de notre site internet, tout simplement. Et puis ensuite, de nous contacter à l'adresse activation. Activation au singulier, activation@geomatic.fr. Voilà. Allez, il est plus que temps de clore cette session. J'espère que vous l'avez trouvée instructive. J'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces dernières nouveautés de Global Mapper, à la fois de la version standard et de cette extension pro. N'hésitez pas à nous contacter aux adresses qui s'affichent ici sur cette dernière diapo pour toute question que vous souhaiteriez nous poser. Et puis dans l'attente, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Au revoir.